Bienvenue chez Zen Market, Fanny. Merci beaucoup d'être venue. Merci de me recevoir. Et du coup, on est là aujourd'hui pour parler un peu de ton séjour au Japon, de ce qui t'a amené ici, de ta carrière dans le modeling, et puis plus récemment de ta transition dans la création de contenu, le stream sur Twitch, les vidéos sur YouTube. Mmh. Et tu as un parcours super intéressant, donc on commence comme tout le monde qui vient dans nos locaux et avec qui on discute, par le début. C'est où que ton intérêt pour le Japon a débuté? OK. Alors, je pense que c'est comme beaucoup de gens qui viennent au Japon, tu vas avoir le premier intérêt, c'est, les animés. Quand tu es plus jeune, moi je regardais, je sais même plus sur quelle chaîne c'était, moi je regardais MCM où ils Mhm. passaient des animés dessus, Gundam, Gundam Seed et cetera, ce genre de trucs. Mais j'avoue que j'avais pas non plus une énorme passion pour le Japon. J'étais pas en mode, enfin, il faut absolument que j'y aille, je veux faire ma vie là-bas ou je veux parler japonais ou machin. C'était pas fort à ce point, mais en tout cas, le Japon m'a intéressée à cause de la culture japonaise que j'ai découverte, du coup dans les animés, ouais. Est-ce que quand tu regardais des animés quand tu étais enfant, Mmh. tu savais déjà que c'était japonais? Je me suis fait la réflexion l'autre jour Mmh. et pareil, je regardais Pokémon, Dragon Ball, et Mmh. cetera. Mais en y repensant, j'avais aucune idée que c'était Mmh. japonais à l'époque où je regardais. Et c'est que Mmh. plus tard que oui, ça vient du Japon, et cetera. Mmh. Ah non, moi je le savais tout de suite. Enfin, en fait, peut-être parce que j'avais, des gens autour de moi qui parlaient en disant: «Est-ce que tu as regardé le dernier animé? Est-ce que machin ou quoi?» Après j'ai pas regardé des animés très, très jeunes non plus. J'étais quand même, enfin, plus âgée, je sais pas moi, peu en tout cas après mes 10 ans. Donc non, je savais très bien que c'était japonais. Et donc ça t'a donné un petit intérêt. Tu t'es dit: «Ah, j'aimerais bien, découvrir un peu plus», mais c'est venu que plus tard. Mmh, l'intérêt, mais c'est une bonne question, je sais pas en fait, qu'est-ce qui m'a vraiment intéressée dans le Japon avec les animés, mais il y a quand même un pattern particulier, je trouve, dans les animés qui ne se retrouvent pas dans les dessins animés non japonais. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu vraiment tu des valeurs quand même qui sont assez fortes et qui sont assez représentées, toujours dans les mêmes animés et toujours les mêmes, tu vois? Si tu regardes un shonen, ça va être, il faut se dépasser, on a toujours quelqu'un de plus fort, mais on n'abandonne jamais. Enfin, ça se retrouve finalement dans les dessins animés aussi, mais je trouve que c'est très fort, dans les animés. Ouais, tu le vois en particulier si tu te les refais maintenant Ouais. et que tu fais vraiment toute la suite. Et j'avais jamais regardé One Piece Mmh. et l'année dernière, donc il y a le live action qui est sorti et on l'a regardé avec ma femme. Et du coup, elle, ça l'a replongé un peu dans son enfance et on s'est dit: «Et si on continuait, là où le live action s'arrête avec, l'animé?» Et on s'est fait ça là sur un an. On a regardé tout One Piece jusqu'à être à jour et quand tu vois vraiment, l'évolution des personnages, c'est exactement ce que tu viens de dire, hein. Il y a Mmh. toujours quelqu'un de plus fort, il faut toujours se surdépasser, il faut jamais abandonner. Il y a toujours des disputes, il faut toujours, c'est juste aller de l'avant, quoi. Et Non, mais clairement, et il y a d'autres parties de la culture japonaise qui sont vraiment, je trouve, que tu retrouves vraiment dans les animes, japonais, hein. Par exemple, il y a un truc, moi quand je regardais, des animés, par exemple, qui étaient dans le milieu scolaire, hem, en fait, tu as des personnages qui sont absolument insupportables et qui sont juste foncièrement méchants ou ce genre de choses, et en fait, le groupe va quand même les accepter, essayer de les comprendre, et ils vont jamais être rejetés. Et ça, je trouve que tu retrouves ça beaucoup, et c'est un truc japonais aussi pour moi. C'est vraiment, faut accepter les gens tels qu'ils sont et tout le monde fait partie du groupe, tu vois? là-dessus, je trouve que c'est les personnages à chaque fois, chaque personnage représente un type de personnalité poussé à l'extrême. Mmh, ouais. En particulier dans One Piece, c'est chaque personnage a un type de personnalité et il pousse vraiment jusqu'à aller au-delà des limites, où on se dit que parfois, bon, c'est plus raisonnable là, mais ça revient, donc à ça. Mmh mh. Pour toi donc, regarder ces animés pendant ton enfance, ça t'a donné un petit peu un intérêt, tu as commencé à découvrir le Japon. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es dit: «J'aimerais bien aller au Japon»? Alors, mais je crois que je l'ai vraiment jamais pensé, très honnêtement. Peut-être que c'était une des questions que tu voulais me poser après, mais pourquoi je suis allée au Japon, du coup? Mais c'était pas parce que je veux aller au Japon, donc je vais au Japon. En fait, moi j'ai fait une licence d'économie, et après ma licence d'économie, je voulais faire du coup un master en économie, dans les pays asiatiques, pour les pays asiatiques, et en fait, pour faire ce master, je devais parler une langue asiatique, et donc dans la continuité de mes études,
j'ai voulu aller au Japon pendant 1 an pour apprendre le japonais et ensuite revenir en France et faire le master que je voulais faire à la base. D'accord. Donc c'est vraiment pas... Je suis pas venue au Japon pour venir au Japon. C'était dans le but de faire autre chose, quoi. Et donc, tu es allé au Japon? C'était ton premier séjour? Ouais. Tu es allé où? Je suis allée à Tokyo. Je voulais rester 1 an. Puis après, je me suis dit, bon, mon niveau de langue, il est bien, mais il serait encore mieux si, si je restais 1 an de plus. Mhm. Puis je suis restée encore 1 an. Puis j'ai trouvé un petit ami japonais, puis j'ai eu mes amis, puis j'ai commencé à m'installer, puis j'ai trouvé un travail. Et bon, bref, je suis jamais rentrée. Et maintenant, ça fait 10 ans. Donc, le master, j'imagine aussi, Il est passé à la trappe. il est passé à la trappe. T'es venu en école de langue au début? Ouais. Ça s'est passé comment pour toi, du coup, les procédures pour trouver l'école de langue, t'installer ici la première fois? Ben, j'ai pour souvenir que c'est très très long les procédures. Je crois que faut s'y prendre 9 mois à l'avance, quelque chose comme ça. Ou... Je sais pas s'il faut faire 9 mois, parce que je suis aussi venu en école de langue, moi, pour le coup. Ouais. Mais je dirais bien quand même 6 mois, facile, pour avoir Parce le temps qu'ils doivent de... demander le visa étudiant, du coup. Correct, ouais. Et du coup, bon, maintenant, ce sera encore plus long, vu que l'immigration, elle est très longue en ce moment. Mais enfin, en tout cas, bref, il faut s'y prendre tôt. 6 mois, 9 mois, on va dire. Et ouais, c'était mon premier grand voyage, donc j'ai un peu flippé, j'avoue. Mais c'était pas seulement... Le but, c'était vraiment d'apprendre le japonais, pour ensuite aller en master. Mais il y avait vraiment aussi un but un peu secondaire de challenge. Je veux me donner un petit coup, de stress. Je veux aller dans un endroit que je ne connais pas, où je ne connais personne, pour un peu évoluer, step up un Sortir peu, de tu ta vois. zone de confort. Ouais, ouais, il y avait ça. T'avais des préconçus avant d'aller au Japon, où tu t'es dit ça va sûrement être comme ça va sûrement être comme ci. Et quand t'es arrivé, pas du tout. Ouais, on me pose souvent cette question: «Est-ce que tu as été étonnée par des trucs? Est-ce que machin?» Ben, c'est ultra ennuyant, hein, comme réponse, hein, mais non, parce qu'en fait, je ne connaissais pas plus que ça. Vraiment, je m'étais pas renseignée, j'avais pas regardé de youtubeurs, enfin, je sais même pas si on avait à l'époque, mais j'avais pas regardé de youtubeurs qui parlaient du Japon, de la culture japonaise ou quoi. Tout ce que je connaissais, c'était les animés que j'avais un petit peu regardés quand j'étais plus jeune. Et j'avais pas cherché. Donc rien n'était une surprise pour moi, parce que je savais que tout allait être une découverte, en fait. Je pense que c'est peut-être la meilleure façon de découvrir un pays, sans avoir trop d'attentes et juste de le prendre comme ça vient, quoi. Je sais pas. Peut-être que je suis passée aussi... Bon, maintenant, ça fait 10 ans que je suis là, donc je suis plus passée à côté. Mais si c'est une personne qui va rester que 1 an, si elle se renseigne avant, elle va aussi peut-être savoir ce qu'elle doit chercher. Et peut-être que si j'étais restée que 1 an, il y aurait des trucs qui seraient passés à la trappe parce que je m'étais pas renseignée. Mais c'est vrai qu'après, t'es en full découverte, en full question, et c'est... Ouais, peut-être que les 2 sont intéressants à faire. C'est intéressant, on va y venir plus tard parce que tu en parles maintenant dans les vidéos que tu fais sur YouTube. Mais de ce que tu me dis, au début, vu que tu as pris les choses comme elles venaient, tu n'as pas été trop surprise. Par contre, maintenant, en regardant sur ton expérience, il y a des choses comme les fameuses machines à laver japonaises, l'hygiène au Japon, qui ont vraiment eu un impact par la suite, en fait, à découvrir et à voir que ça marche pas comme on en a l'habitude, et je comprends pas pourquoi. Bah, effectivement, en fait, c'est peut-être plus sur le long terme que des choses m'ont étonnée, en fait. Peut-être que juste, il y a, je sais pas moi, j'ai absolument pas d'exemple. Il y a ça que je vois maintenant comme ça de but en blanc et ça m'étonne. Non, c'est plus sur le long terme. En fait, les Japonais, ils fonctionnent comme ça. Ils ont toujours cette même réaction à cet événement, par exemple. Si tu leur dis ça, ils vont tous répondre ça. Ce genre de choses. Ça m'intéresse peut-être un peu plus. On pourra revenir là-dessus dans un moment. J'aimerais bien continuer ton séjour, du coup. Tu es arrivé en école de langue, tu as fait ta première année. Apprentissage du japonais, tu avais déjà quelques bases avant de venir? Aucune. Donc, tu as vraiment commencé par les hiragana, les katakana, les premiers kanji. Ouais. Ça s'est bien passé ou il y a eu des difficultés avec... Non, franchement, ça va. Ouais. J'étais ultra motivée. Je sais pas si tu connais l'application Anki. Ouais. Voilà, moi, c'était full Anki. Du coup, ceux qui regardent, qui connaissent pas Anki, c'est un système de flashcards où tu crées tes propres cartes, où tu télécharges d'autres paquets. Et j'en suis à 35 000 cartes que j'ai créées moi-même, tu vois. Que tu as créé toi-même? Ouais. J'étais une énorme fanatique de Anki et je ne faisais que ça. Et
Et donc, non, j'ai beaucoup aimé les cours. Les kanji, ça me passionne. J'ai beaucoup de cartes là-dessus. Enfin, Non, mais pas de attends, problème. 35 000 cartes? 35 Parce que 000. Anki, j'utilise aussi, donc je connais. Mm. Je crois que j'ai jamais créé une carte de ma vie. Je télécharge que des paquets parce que ça prend un temps fou. Ouais. Surtout si tu veux les créer pour l'apprentissage des kanji d'une façon où c'est utile. Parce qu'il faut que tu entres des informations comme le kanji, la façon dont c'est lu. La lecture, tout le vocabulaire autour. Ouais. Mais en fait, Anki, je peut-être pas rentrer dans un truc sur Anki parce que j'adore le logiciel, mais en fait, tu as des programmes qui t'aident à faire les cartes beaucoup plus facilement. Ou tu peux, par exemple, automatiser, tu mets le mot, il va te mettre la traduction automatiquement et il va te mettre la carte dans l'autre sens automatiquement, il va te créer 2 cartes en même temps, par exemple. Et il va te mettre les furigana, par exemple, automatiquement ou pas, en fonction de... En fait, Wow. c'est assez complet comme logiciel. Je crois que j'ai jamais poussé autant que toi le logiciel. Et donc pour toi, ça, c'était vraiment le soir, tu rentrais, tu faisais tes... Tous les soirs, 1-2 heures, j'étais sur Anki. Et tu dois avoir un niveau assez incroyable, du coup. Là, j'ai le N2. Je l'ai passé il y a 6 ans maintenant, même plus. Donc là, je pense que je dois avoir un intermédiaire entre le N2 et le N1, je pense. Après, au final, c'est juste des tests, quoi. Ça représente pas forcément le c'est vrai vrai que ça niveau d'une représente personne. pas. Ça donne une idée de ce que la personne a été capable de mémoriser, parce qu'au final, c'est qu'un QCM, Ouais, des tests ouais. sous forme de QCM. Mais tu te sens à l'aise maintenant, du coup. Tu peux avoir à peu près n'importe quelle conversation, mais bon, c'est comme tout. Si je me retrouve dans une situation où je suis pas du tout habituée, si on me parle de chirurgie, si on me parle de, je sais pas, de politique. Ah bon, c'était pas dans tes cartes Anki, ça? Eh ben non. Mais je pense que pour le N1, ça doit se trouver dedans, mais... Ah, c'est sûr. Ça pousse vraiment loin, le N1. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas voulu le faire. T'es resté dans l'école de langue 1 an, du coup? Alors, j'ai fait 1 an d'école de langue, j'ai fait ensuite 1 an de working holiday, et j'ai refait 1 an d'école de langue. Ah ouais. Ouais. Et après, j'ai eu un visa de travail, du coup. Donc ça t'a donné quand même vraiment 3 ans d'expérience au Japon, où tu as, j'imagine, travaillé à temps partiel ou alors fait des travaux ici à droite à gauche, d'expérimenter des choses un peu différentes. Est-ce que dans ces 3 premières années, tu as un endroit où tu as travaillé qui t'a particulièrement marqué, une expérience? Je te vois sourire, il y a un truc qui vient en tête là. Ouais, il y a plein de trucs qui viennent. Mais en fait, j'ai fait les trucs très banals. Bonne question, je n'ai aucune idée. J'ai fait les trucs les plus que tout le monde fait en fait, que n'importe quel expat fait, c'est-à-dire du modeling. Donc j'ai commencé parce que j'avais du coup un ami à moi qui était dans ma classe qui faisait ça et qui m'a dit ah mais en fait tous les étrangers font ça ici, tu devrais essayer. Moi j'ai pas du tout cru et au final c'est devenu mon métier par la suite. Mais après j'ai fait professeur de français. Après j'ai fait serveuse. Et je crois qu'on a coché les 3 cases de ce que tout le monde fait en arrivant au Japon. Ton travail de serveuse, tu m'en as parlé justement qu'on lance les caméras un petit peu. C'était dans un restaurant qui a 3 étoiles Michelin, dont on ne peut pas dévoiler le nom, donc ça va rester secret. Mais tu m'as raconté que tu y es allé sans vraiment avoir d'expérience dans l'industrie du service et de l'hôtellerie. Comment tu as trouvé cette opportunité? Alors, il faut savoir que pendant les 3 premières années, du coup, j'étais encore en visa étudiant ou working holiday. Et c'est pas à ce moment-là que j'ai fait le truc 3 étoiles. C'était après. Donc là, j'avais plutôt fait, j'ai fait serveuse dans 3 restos différents, restaurants français. Mais du coup, pour le 3 étoiles Michelin, c'est vrai que ce qui était... et c'est ça qui m'a fait avoir mon premier visa travail d'ailleurs. Ce qui était particulier, c'est que ils m'ont clairement dit « Fanny, tu pourrais te mettre dans la pièce du restaurant et ne rien faire, tu aurais déjà fait ton travail. » C'est-à-dire qu'ils voulaient qu'il y ait une Française dans le restaurant. Et ils s'en foutaient que je travaille... Bon, évidemment, ils attendaient que je travaille bien, mais c'était une question d'image, en fait. Et la plupart des gens qui travaillaient avec moi, il y a la meilleure fromagère du Japon qui travaillait avec moi, il y avait le 2e meilleur sommelier de tout le Japon qui travaillait aussi dans ce restaurant. Maintenant, je sais pas quel ranking il est, mais voilà. Enfin, j'avais que des gens qui avaient fait des études dans la gastronomie et qui s'y connaissaient bien mieux que moi dans n'importe quel fromage français, alors que c'était tous des Japonais. En français, il y avait moi et le chef, mais ils avaient des connaissances incroyables, moi je connaissais rien du tout. Ça s'est passé comment du coup de te retrouver dans ce milieu? Gastronomie, 3 étoiles Michelin, c'est quand même un service
avec des standards très élevés, des clients qui arrivent avec énormément d'attentes, qui du coup veulent être servis d'une certaine manière, qui s'attendent aussi à peut-être un certain niveau de japonais quand tu communiques avec eux, etc. Comment tu l'as vécu cette expérience? Ben, franchement, c'était incroyable. J'ai adoré travailler là-bas. Je me rendais pas compte à quel point c'est minutieux, précis, à quel point tu réfléchis avant que le client ait besoin de quelque chose. Tu vas d'abord réfléchir à qu'est-ce qu'il va avoir besoin. C'est dans quel sens tu mets les couverts. Enfin, en fait, ça paraît peut-être un peu nul, hein, je sais pas, mais ça m'a beaucoup appris de ce milieu-là. Et je suis très contente d'avoir eu cette expérience. Bon, j'ai travaillé 1 an et demi là-bas. Et donc voilà, très enrichissant, je dirais. Au final, ce qui est devenu le gros de ta carrière par la suite, c'est le modeling, tu l'as mentionné juste avant. Ouais. C'est quelque chose que tu as donc commencé ces 3 premières années avant de passer un visa de travail, Ouais. Parce que quelqu'un dans ta classe était dans le milieu. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà songé avant, où tu t'es dit: «Ah, je peux peut-être tenter modeling au Japon, ça a l'air d'être une opportunité qui marche pour pas mal de monde. Ouais. Pourquoi pas moi?» Non, franchement, mais jamais. Je pense que les étrangers qui viennent au Japon, sans savoir du coup qu'il y a plein de gens qui font du modeling, quand on leur dit: «Ah, mais tu pourrais faire modèle», tous, je pense que tout le monde a la même réaction, c'est: «Non, mais non, enfin, non, je fais pas 1,80 m, je suis pas assez mince, je suis». Enfin, t'as une image un petit peu du métier qui est fausse, je pense. Et en fait, n'importe qui peut devenir modèle. Pardon, c'était quoi la question? La question, du coup, c'était est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais songé avant de Ah rentrer dans oui. le modeling? Bah, du coup, pas Et du tout. pas du tout. Non. Et donc, ton ami de l'école de langue t'en parle, tu te dis: «Ouais, pourquoi pas?» C'était quoi la procédure pour se lancer dedans, pour commencer? Il a fallu faire quoi? Alors, c'est très, très simple. Tu vas sur internet, Google, Tokyo Model Agence, internationale, modèle agence, foreigner. Tu vas avoir plein de listes d'agences qui vont popper. Tu cliques sur toutes les listes, tu envoies un message: «Bonjour, j'aimerais aller dans votre agence. Je suis au Japon en visa working holiday, je suis au Japon en visa, étudiant. J'aimerais m'inscrire». Et du coup, ils vont te dire: «OK, venez à telle date à l'agence, on vous inscrit». Tu y vas, tu t'inscris, c'est bon, tu es devenu modèle. OK. C'est très, très simple. Là, actuellement, je suis, dans 10 agences différentes. Je travaille principalement avec, juste 3-4 agences qui me connaissent, mieux. Mais voilà quoi, enfin, c'est très facile. N'importe qui peut le faire. Est-ce que, il y a des parce que moi, mon image, modeling, c'est, des shoots, principalement pour la mode, mais bien entendu, il y en a pour autre chose aussi. Donc ils vont te demander de faire des certaines poses, d'avoir un certain look sur ton visage peut-être, de savoir te tenir d'une certaine manière. Et au final, il y a des modèles pros qui, font ça comme carrière, qui apprennent vraiment ces choses avant de se lancer et d'avoir du travail. Et là, tu me racontes qu'il suffit d'aller s'inscrire et après t'inscrire en tant que modèle. Ouais. Mais j'imagine que du coup, pour une entreprise qui veut engager une modèle, ils vont pas prendre n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Alors en fait, il faut bien différencier être modèle d'être mannequin. Les mannequins, c'est ceux qui vont potentiellement avoir une formation, qui vont avoir, qui doivent avoir des morphologies, genre une certaine taille, un certain poids, qui potentiellement savent défiler, par exemple. Être modèle, tu peux avoir 70 ans et être modèle. Parce que quand tu regardes la télé et que tu regardes une scène à la télévision, par exemple, tu as une scène de famille et tu vas avoir une grand-mère dans la famille, elle est modèle. Donc il faut tout type de profil et t'as pas besoin d'avoir une formation dans le sens où si, ça c'est pas très dur quoi, on va pas se mentir, enfin, au début, c'était difficile parce que tu as quand même des auditions à faire et pendant ma toute première année où j'ai tenté du coup de faire du modeling, j'ai jamais réussi une seule audition. Parce que j'étais trop stressée, parce que, j'avais pas confiance en moi. Enfin, j'étais encore toute enfin, je suis arrivée au Japon, je crois que j'avais 22 ans. Mais du coup, c'est difficile d'avoir, une caméra, comme ça et d'avoir, 10 personnes derrière qui disent: «Bon, bah, maintenant, vous allez manger ce fromage, c'est le meilleur fromage que vous avez jamais mangé. Let's go, allez-y». C'est pas si simple. Ça se passe comment, du coup, une audition? Alors une audition, pour faire le processus complet,
Admettons, par exemple, il y a Toyota qui va contacter mon agence en disant: «J'ai besoin d'une fille, dans la vingtaine, qui a les cheveux bruns, mi-longueur, qu'est-ce que vous avez?» Et donc là, l'agence va donner, ces datas, de personnes qui correspondent au profil. Ah non, avant, pardon. Avant de leur donner, ils vont nous demander à nous si nous on est d'accord. Donc voilà, Toyota a un shooting, je sais pas, en septembre, est-ce que vous êtes disponible? Si moi je dis oui, du coup mon profil va être proposé à Toyota. Toyota va ensuite, sélectionner des profils parmi les profils et après il y aura, une audition parmi les profils sélectionnés et si tu passes l'audition, bah, c'est toi qui as le job. Donc ils te donnent quand même l'opportunité de dire: «Ça ne m'intéresse pas», que ce soit parce qu'il y a un conflit, sur le calendrier Mmh. ou parce que c'est un job pour une entreprise qui ne t'intéresse pas. Oui, dans les faits, tu refuses pas souvent parce que, je pense enfin non, ça dépend, mais il y a beaucoup de modèles du coup qui sont dans ce truc de c'est un truc argent de poche. Par exemple, quand tu es étudiant, hem, parfois tu as des tafs qui payent quand même très bien, bah, tu vas pas en cours, pour faire le taf, tu vois? Hem, mais oui, tu peux refuser. Mmh. Donc si on revient à ton exemple de Toyota, Mmh. tu es dans cette shortlist de Toyota, ils t'invitent pour l'audition. Comment on imagine ça? C'est une grande pièce avec énorme set, comme on a dit, je sais pas, des Mmh. lumières partout, des caméras partout et un bonhomme qui tient sa liste de trucs et les modèles qui passent une par une pour, Mmh. Alors, tu arrives, donc on te donne rendez-vous, depuis le corona, maintenant, ils te donnent une heure précise à laquelle tu dois passer. Avant, tu venais un petit peu quand tu voulais, tu avais une salle d'attente où il y avait parfois 50 personnes. waouh! Et ça, enfin, moi, quand j'arrivais qu'il y avait 50 personnes, je repartais direct, hein, parce que c'est Ah ouais, 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 c'est des heures d'attente, quoi. Maintenant, c'est plus trop le cas, parce que depuis le corona, ils voulaient pas qu'il y ait trop de gens rassemblés et du coup, maintenant, c'est différent. Et même pendant la période corona, d'ailleurs, je change, un petit peu de sujet, mais pendant la période corona, tu devais enregistrer tes auditions tout seul, en fait. Parce que tu ne pouvais plus, aller, plus de contact en personne, donc tu voilà. t'enregistres chez toi, tu prends tes photos Ouais, et OK. c'est ça. Mais du coup, avant et bon, encore un peu maintenant, donc tu arrives le jour de l'audition, tu donnes ton nom, on te prend en photo avec un Polaroid. On met le Polaroid sur ton dossier. Ça va être ta feuille, ta fiche d'audition. Tu vas remplir aussi une feuille, de confidentialité. Souvent tu as ça, des fois tu dois signer des gros trucs. Par exemple, j'avais fait une fois une audition pour Orangina et c'était très sévère, hein. Tu avais pas le droit de prendre de photos, tu avais pas le droit de parce que tu peux, en fait, révéler la publicité qui va sortir, Mmh. donc tu as des contrats de confidentialité et après du coup, on te donne un numéro et on t'appelle. Tu arrives dans une salle où parfois il y a une vingtaine de personnes qui vont te regarder, parfois tu as une personne avec une caméra, des fois tu as un setup très développé, des fois pas du tout, ça dépend. Ça c'est intimidant, donc comme tu dis, la première fois, Ouais. tu étais stressé, la lumière des projecteurs sur toi Mmh. et parfois on peut te demander il faut faire un peu de comment on dit en français? De comédie D'acting. quoi, Ouais. d'acting, de mise en scène, de: «Oh mon Dieu, ce fromage, il est tellement bon, j'en pleure». Une fois, on m'a même demandé de pleurer, mais évidemment, j'ai pas Pleurer réussi. sur commande. Ouais, non mais C'est trop quoi dur. le 1er job que tu as eu du coup en modeling? Le premier job que j'ai eu, c'était pour un appareil photo, Canon, je crois, mais c'était pas un taf incroyable. J'en ai eu des bien mieux après. Donc tu passes l'audition, ils t'appellent et te disent: «OK, on aimerait bien que tu sois dans notre pub, dans notre photo, dans peu Mmh. importe ce pourquoi ils t'embauchent» et ils te disent, jour et heure, présente-toi ici, Ouais. et c'est eux qui fournissent tout le reste après? C'est eux qui fournissent tout le reste et j'ai oublié de préciser, des fois tu peux être pris, pardon, sans audition, juste à la photo. En général, c'est des plus petits jobs, qui Mmh. sont payés moins cher. Mais du coup, bah, par exemple, avec Canon, après ça, j'ai eu 2 fois des jobs, une fois où j'ai passé, du coup 3 jours à Okinawa et une Sympa ça. fois ouais, c'est les meilleurs jobs et une fois où j'ai passé, 1 semaine à Taïwan, du coup, pour des objectifs, Canon et là, c'est trop bien parce qu'on te paye le voyage. On te paye le voyage et on te dit: «Bon voilà, tu vas faire semblant d'être touriste et de visiter». Bah écoute, c'est parfait, On y va, c'est parti. c'est trop bien et moi, j'avais fait aussi un job pour, les Jeux olympiques où là, j'ai carrément fait un trip de 2 semaines dans tout le Japon où, on m'a fait faire de l'hélicoptère, enfin des trucs de fou. Hélicoptère au-dessus du mont Aso à Kumamoto-ken. Trop bien.
Ça, c'est les meilleurs jobs. T'es payé pour faire des trucs trop bien. Mais tu disais aussi quand même que ça reste, pour beaucoup, quelque chose qu'ils font sur le côté. Ouais. Pas quelque chose qui devient une carrière à temps plein. Pourquoi? Financièrement, ça peut être compliqué parce que tu vas avoir beaucoup de modèles, en fait, qui vont avoir un job de base et qui vont demander une autorisation particulière à l'immigration pour faire du modeling à côté. Hem, Si tu fais que modeling, du coup, tu deviens un contract, avec, ton agence et là, bah, du coup, ton agence essaie de te pousser plus que les autres pour, que tu aies un revenu quand même, mais tu roules pas sur l'or, quoi. Ouais, donc tu vas C'est avoir des ric-rac. mois où t'as un Ouais, gros projet, tu pars à Taïwan une semaine, c'est génial. ouais. Et le mois d'après, tu fais juste une pub pour un Des carton fois, de tu lait, quoi. rien. Des fois, tu rien du tout et des fois, tu regardes, ta fiche de salaire à la fin du mois, tu es en mode, «Ouh, trop bien». Des fois, tu rien du tout. Donc en fait, ouais, c'est pas stable du tout comme situation. Ça fait quand même 8 ans que tu fais, 7-8 ans que tu fais du modeling. Ouais. Tu as dû faire, pas mal de jobs du coup, à travers du Japon. C'est Mmh. quelque chose que tu as envie de continuer de faire? Ouais. Ouais. Bah, maintenant, l'avantage que j'ai, grâce à ça, donc je disais financièrement, c'est compliqué, donc en fait, tu acceptes tout. Le moment où j'ai fait vraiment que du modeling, je pense que ça a duré peut-être 1 an et demi aussi. J'ai toujours fait un truc un peu à côté aussi et comme c'est difficile financièrement, tu acceptes tout et là, entre guillemets, maintenant que je fais, quand même autre chose, l'avantage, c'est que ce qui est mal payé, ce que j'ai pas envie de faire et en général, les jobs les plus durs et chiants sont les jobs les plus mal payés, donc je peux choisir maintenant et moi, j'adore voyager et c'est intéressant, en fait, de faire aussi autre chose que toujours la même chose donc moi, j'aime bien le modeling. C'est toujours un truc différent donc J'ai 2 questions qui m'arrivent en tête là, mais du coup, je vais vas-y. commencer par une. Heu, Est-ce que ça t'est déjà arrivé donc de marcher dans la rue et de te voir sur un poster, Mmh. pour une pub, pour un vêtement que tu as fait? Plein de fois. Hem, Dans le métro, les affiches, dans le métro, Shinjuku Station, tu as un immense écran, animé. Je suis déjà allée dessus. La nouvelle Kabukicho, Tower à Shinjuku, c'est moi qui ai fait la pub, de la construction du Mmh truc. mh. D'ailleurs, j'ai pu la visiter en avant-première, du coup, grâce à ça. Ah, c'est cool ça. Ouais et pendant je crois pendant 6 mois après l'ouverture de la tour, tu te baladais en dessous de la tour, tu as un écran géant sur la tour et ben, il y avait des pubs qui tournaient, dont une pub où j'étais dessus qui montrait la tour. Là, j'imagine un enfant avec ses parents en train de regarder cette vidéo et se tourner vers toi et reconnaître Ouais. la personne, Ouais, alors je vais pas mentir, pour le coup, on me reconnaissait pas, je pense. Mais moi, je savais que c'était moi. et Mmh. et du coup, tu disais aussi, tout à l'heure que, heu, un modèle représente un profil. Donc c'est pas du mannequinat, Mmh. tu représentes un type de personne et s'ils ont besoin de ce type de personne, heu, ils vont potentiellement t'embaucher pour représenter ça dans la pub. Maintenant que ça fait quand même 8 ans que tu fais ça, ton profil a peut-être changé un petit peu. Tu as mûri, tu as Mmh. changé, grandi, je sais pas, les cheveux ont poussé ou autre et Mmh. au fil des années qui passent, ton profil va changer, avec. Est-ce que du coup, tu as vu aussi le type de travail que tu fais, le type de modeling que tu fais changer? Oui, malheureusement Malheureusement. malheureusement, maintenant, je fais le rôle des mamans. Voilà. Ah ouais? Alors qu'avant, je faisais, bah, typiquement, par exemple, pour les, shootings, mariage, tu vas voir la mariée et tu vas voir les grooms et bah, je peux maintenant faire partie de la «maman» entre guillemets. Ah non, pas forcément pour les mariages, en fait, c'est pas exact. Parce que les mamans, elles sont quand même plus âgées. Mais enfin, disons que je peux avoir le rôle de maman, alors que quand je venais d'arriver au Japon, bah, non, quoi, Non, trop jeune. trop jeune. Mais après, en fait, si tu as des hobbies, par exemple, ça peut t'aider dans le modeling. Par exemple, si tu sais faire du piano, et qu'ils ont besoin d'un pianiste, ça peut aider. Si tu fais du sport, par exemple, tu es bodybuilder, évidemment, ça se voit sur ton corps, donc tu peux faire des marques de, je sais pas moi, de salle de gym, par exemple. Donc ouais, ça ton profil peut évoluer avec les années, selon que ton corps change, selon, que tes activités changent et cetera et cetera. Mais de base, par exemple, ils te demandent que si tu te coupes les cheveux ou que tu changes d'apparence, ils veulent de nouvelles photos, que tu reprennes de nouvelles photos. D'accord. Mais ils t'interdisent pas de le faire. Est-ce que du coup, le pour revenir au salaire, ça varie beaucoup en fonction des jobs que tu fais?
Quels sont les types de jobs qui permettent d'en vivre et quels sont ceux où tu disais qui Mmh. sont plutôt ingrats, où tu dois Mmh. mettre beaucoup d'efforts pour pas grand-chose au final? Mmh. Est-ce que je peux parler d'argent, Ouais, ouais, clairement ouais, ou? ouais, OK, OK. bien sûr. Hem, je sais jamais comment on dit ça quand on est à l'arrière et qu'on nous voit pas. Tu sais les par En exemple arrière-plan? Enfin, je sais pas, ouais, je crois qu'il y a attends, ouais, je un vois exactement figurant, ce que tu veux un dire. figurant. Figurant. Voilà. Donc tu as le rôle des figurants, ça c'est le truc le plus ingrat qui soit. Tu passes parfois jusqu'à 10-12 heures à faire des allers-retours, alors qu'il y a des acteurs devant qui font ça. Et ça, tu touches entre 100 et 150 € la journée. Et je trouve ça limite un petit peu trop, en Donc fait, on parle de 15 000, 20 000 yens. ouais, Ouais. ouais, ouais, exactement. Pardon. Et ça, en fait, quand tu regardes ton salaire horaire, tu es payé le même prix que si tu travaillais dans un combini. Donc ça, c'est les trucs que, heureusement maintenant je ne fais plus, mais que tu as beaucoup, en fait. Et ça Mmh. permet d'arrondir, la fin de mois. Hem, Après les jobs qui vont être le plus payés, c'est la télévision. Quand tu vas à la télévision, en général, c'est très court parce que ça va être, quelques secondes Mmh. d'apparition ou quoi que ce soit. Par exemple, un job que j'ai fait, je suis littéralement restée 30 minutes là-bas. Ils m'ont dit: «Ah OK, vous mettez cette veste, vous serrez la main d'un tel et c'est fini». J'ai touché 1 000 €, 30 minutes. C'est sympa ça. 30 minutes C'est bien rentables. ça. Mais voilà, il y a des jobs qui peuvent être, très bien payés. Je crois que, le truc où j'ai été le mieux payée, c'était, une pub télé, un truc genre 5 000 € et plusieurs jours de shooting dessus. Du coup, il n'y a pas trop de corrélation avec, l'expérience? Parce qu'on ne te Non. demande pas trop de faire d'acting, c'est vraiment tu représentes un modèle type. Donc au final, tu fais ta carrière, tu fais ça 10, 20, 30 ans, tu toucheras plus ou moins toujours les mêmes salaires parce que tu es Mmh. payé en fonction de ce qu'eux, ils veulent payer et pas en fonction Mmh. de, qualité, Ou de ton image, ouais. ouais. Alors oui et non. Oui, c'est vrai, mais non, c'est pas vrai parce que plus tu fais ça depuis longtemps, plus tu as de contacts aussi, Mmh. entre guillemets «dans le milieu» et maintenant j'ai des gens qui me contactent directement, qui passent plus forcément par les agences ou ouais, tu commences à connaître les gens et on te demande, des jobs directement. Même sans audition, on te donne le job, directement. Mais mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ton expérience, par exemple. Ce qui peut avoir à voir avec ton expérience, c'est ta capacité à réussir l'audition. Hem, Au départ, moi, j'y allais un petit peu comme ça, mais en fait, il faut se renseigner. Heu, mais par exemple, il y a un truc, qui c'est une marque qui ressemble un peu à Noroto qui s'appelle Yellow Hat. D'accord. Yellow Hat au Japon, du coup, c'est toujours Ah oui, le une chapeau de cow-boy jaune là qu'on voit voilà, partout, ouais. avec une fille blonde, Mmh. qui danse de manière un peu, chelou, dans les voilà. Ils ont toujours une sorte d'égérie pendant 1 an et moi, du coup, j'ai été l'égérie pendant 1 an de cette marque et enfin, une égérie, c'est le mot est peut-être un peu fort, mais du coup, je me suis teint en blonde et cetera et quand je suis allée à l'audition, j'ai regardé, en fait, un peu l'historique de ce qu'ils ont fait avant. Mmh. À quoi ressemblaient les danses et cetera et cetera. Faut savoir que je suis extrêmement nulle en danse, mais vraiment, hein, c'est monumental et je me suis rendu compte que c'était un truc un peu comme ça, un peu nul, justement et du coup, j'ai reproduit exactement la même chose et je pense que j'ai eu l'audition grâce à ça. Cool. Mais je pense qu'il y a quand même un travail de recherche à faire sur quel est le style de la marque. Par exemple, si c'est une marque de vêtements, tu vas pas aller si c'est une marque de sport, tu vas pas aller à l'audition avec un costard, tu vois? Ouais. Bah, c'est un peu ça. Faut se renseigner, il faut essayer de capter ce que la marque veut et de correspondre à l'image. Comme un entretien d'embauche au final. Oui, finalement. Tu as fait ça pendant 8 ans. À quel moment tu as commencé à te dire: «J'ai envie de me filmer, de streamer, Mmh. à la maison, de faire des vidéos, de faire quelque chose de nouveau»? Corona. Corona est arrivé, même si on enregistrait du coup, des auditions à la maison, clairement en fait, le travail était divisé par 4. C'était puis en plus j'avais plus rien à faire en fait. Mmh. Hem, donc moi j'aime les jeux vidéo depuis que je suis toute petite et en fait j'ai commencé à jouer toute seule parce que j'avais un peu rien à faire quoi et je me disais: «Bon je vais essayer de perfectionner mon japonais donc je vais faire des jeux vidéo en japonais» et j'ai un pote qui m'a dit: «Tiens Fanny, est-ce que tu connais Twitch?» Je ne connaissais pas du tout Twitch. J'ai dit: «Non». Il m'a dit: «Bah en fait, tu peux faire ce que tu fais, mais tu le fais devant d'autres personnes. Tu te filmes en le faisant et des gens vont peut-être regarder» et je me suis dit à ce moment-là: «Ah bah très bien, je vais le faire en japonais
Comme ça, il y a des Japonais qui vont venir et ils vont m'aider à comprendre le jeu vidéo, à me corriger, etc., etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé Twitch. À la base, en japonais. Ma chaîne était full japonais au début. Ah ouais. Et Donc c'est t'as resté pendant vraiment, longtemps full japonais. donc t'avais une audience japonaise qui venait te Ouais. voir réagir, interagir et faire l'expérience de jeu en japonais, quoi. Exactement. Mais après, ça évolue beaucoup. Mon contenu a beaucoup évolué. Au départ, c'était que du jeu vidéo. Excuse-moi 2 secondes. Oui, bien sûr. Ah. すみません、今撮影中なんですけど、後でもできますか？ありがとうございます。C'était pas assez obvious, je pense. Ouais, j'avoue. Oui. Du coup, donc tu faisais tout ton stream en japonais et ton audience est principalement japonaise aussi. Ouais, mon audience était 100% japonaise. Et du coup, j'ai continué avec une audience 100% japonaise pendant 1 an à peu près. Et donc au départ, je faisais que du jeu vidéo. Après, j'ai fait de la conversation parce que ça m'intéressait en fait de parler aux Japonais. En disant tiens, en France on fait comme ça. Vous faites comment? Est-ce que c'est bizarre de penser ça? Est-ce que machin? Et ça m'intéressait beaucoup. Et donc il y avait une période pendant les lives où je faisais beaucoup de just chatting. Je ne faisais que parler. Et c'était des trucs qui avaient le plus de succès, hein, la chose qui avait le plus de succès sur la plateforme. Parler, réagir comme ça dans une langue, Mmh. surtout quand tu joues, faut être naturel. Mmh. Ça t'est jamais venu naturellement de vouloir réagir en français d'un coup dans un stream avec une audience japonaise? Bah, ouais, si, probablement que j'ai dû le faire. Lâcher un petit putain comme ça, tu vois? J'imagine. Et le changement, donc faire le stream en français avec le contenu en français, c'est venu comment? Alors en fait, je streamais en japonais et à un moment, je me suis dit: «Tiens, il faudrait peut-être que je stream aussi en anglais». Parce que Pas en français, en non, anglais? en anglais d'abord, D'accord. parce que je me suis dit: «La plupart de l'audience sur Twitch, elle est anglaise. Donc je vais toucher un public beaucoup plus large». Parce que en fait, au départ, j'avais aucun but sur Twitch. Enfin, vraiment, c'était juste, ça va m'aider à apprendre le japonais, je vais pouvoir parler des japonais, je vais pouvoir jouer aux jeux vidéo en même temps, ça va m'occuper. C'était vraiment ça, il y avait pas de but. Puis, je me suis rendu compte que merde, ça commence à prendre quand même beaucoup, très vite. Et c'est là que je me suis dit, peut-être qu'un jour, c'est possible que j'en vive, sans en être vraiment sûre. Mmh. Donc là, j'ai commencé à réfléchir chiffres. Et, euh, et donc, communauté anglaise. Donc à un moment, je parlais les 2 langues, japonais, anglais en même temps. Et je crois que c'est à cause d'un post sur jeuxvideo.com, d'un Français qui a vu donc que j'étais une Française qui vivait au Japon, qui a fait un post sur moi en disant: «Tiens, regardez, il y a une Française qui vit au Japon, fait des streams en japonais, sur Twitch, c'est ça l'adresse». Et à ce moment-là, en fait, il y a plein de Français qui sont arrivés. Invasion de Français, donc j'ai commencé, à parler français, Invasion. sur le stream. Et il y a eu une période de quelques mois où je parlais français, anglais, japonais sur le stream, les 3 langues. C'était n'importe quoi, c'était invivable, Le chaos. c'était le chaos. Parce que du coup, je jouais à un jeu vidéo et je me prenais le chaud, je me dis: «Attends, donc je vais jouer aux jeux vidéo en anglais, comme ça les Anglais comprennent et à chaque phrase de dialogue, je vais le traduire et en français et en japonais». Enfin, c'est une idée de merde. Ça me Ça a pas duré longtemps, j'imagine? Non, ça m'a fatiguée, beaucoup et j'ai vite abandonné l'anglais. Et je suis restée quand même pendant 6 mois en franco-japonais. Parce que je trouvais le contenu intéressant parce que je faisais beaucoup de just chatting en mode, voilà, j'ai dit ça aux Japonais, eux ils pensent ça, vous en pensez quoi? Et en fait, j'ai organisé une sorte de discussion entre 2 communautés, entre 2 communautés qui pensaient vraiment des choses très différentes sur plein de choses. Et, et on voyait vraiment les différences culturelles qui popaient de partout. Et moi, je trouvais ça très intéressant. Tu as des exemples de ces différences culturelles que tu voyais? Attends, laisse-moi Parce que réfléchir. j'imagine en plus Twitch, c'est un milieu particulier avec des Mmh. communautés très particulières, très différentes en fonction des streamers, des jeux, du contenu qui est posté. Mmh. Et tu rajoutes à ça la communauté japonaise et la communauté française, très différentes, encore une Ouais. fois. Ça doit créer des conversations dans le chat assez uniques. Oui, oui, c'était assez spécial. Mais en fait, ce qui était compliqué, c'était de froisser personne. Parce que les Français, ils sont beaucoup plus dans: «Ouais, toi, c'est comme ça, nous, on pense différemment,
c'est pas forcément bien que tu penses comme ça sur des sujets un peu difficiles, genre le racisme, la place de la femme dans le couple ou à la maison, tu vois. Et en fait, les Japonais ne sont pas dans ce genre de discussion. Ils remettent pas trop les choses en question et surtout, ils se permettraient pas de critiquer d'autres cultures. Donc moi, j'essayais de mettre les formes quand les Français disaient oui, vous, quand même, les femmes, elles sont quand même beaucoup à la maison. Et du coup, je disais ça aux Japonais, ils disaient bah oui, 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 c'est le cas, mais c'est quoi le problème? Enfin, des fois, c'était compliqué. Et j'ai vu sur certains forums, du coup, japonais, à cette époque-là, qui disaient que j'étais, par exemple, une personne un peu raciste ou des trucs comme ça, Ouais, parce que il y avait le gap était très difficile à organiser une discussion comme ça, c'est compliqué. ça a Même été si tu prends énormément de pincettes et que tu juges pas, tu vois, mais c'est ça a été comment pour toi, du coup, ces premières fois où, tu t'exposes en public au final, mmh. et tu t'ouvres, à la critique et tu vois des personnes, te qualifier de choses que tu n'es pas, quoi? Mmh. Tu l'as vécu comment? Bah, en vrai, plutôt bien. Enfin, en fait, dans le sens où, bah, moi, je sais que c'est pas vrai et je sais que en fait, dès le départ, j'avais une image un petit peu négative du milieu de l'influence où je me disais quand tu regardes Twitter, hein, enfin, tu peux dire n'importe quoi, le mot de trop et tout le monde va faire un énorme sens de ce que tu n'as pas dit et même maintenant et dès le départ, quand je reçois une critique comme ça me passe Avec au-dessus, des hein. pincettes, faut savoir se détacher au final, du coup. Ouais, moi, ça me passe au-dessus. Mais c'était juste plutôt du problème de comment organiser la discussion pour que ce soit Mmh. respectueux des 2 côtés et Et au c'est final, la plus ça. décision a été de se concentrer plutôt sur la communauté francophone? Ouais. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que, déjà, je me suis rendu compte que c'est quand même beaucoup plus simple de streamer en français quand c'est ta Mmh. langue maternelle, Ouais. c'est, moins fatigant, on va dire et de faire constamment la traduction entre les 2 langues, ça prend beaucoup d'énergie. Quand je finissais mon stream à 4-5 heures, j'étais complètement Mmh. lessivée, puis pareil pour jouer aux jeux vidéo, mais comment tu fais? Dans quelle langue? Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté et faut savoir aussi que, Twitch, c'est beaucoup plus récent au Japon, Ouais. et qu'il y a 4 fois moins de viewers que, Twitch France, aussi. Et donc maintenant, aujourd'hui, quel est le type de contenu que tu aimes bien faire, que tu as envie d'explorer un peu plus? Tu fais Mmh. encore du jeu vidéo, mais j'ai vu que tu commences à faire des vidéos aussi où tu euh, prends du recul un peu sur tes expériences sur les machines à laver au Japon. Ouais, Euh, j'ai beaucoup hésité à la faire celle-là. Ah Je me ouais? suis dit: «Mais non, mais je vais quand même pas faire une vidéo sur les machines à laver, quoi». Et pourtant, Pourtant, ça a bien marché et les gens étaient contents. Mais oui, du coup, là, je commence aussi à avoir un peu plus, de revenus qui me permet d'investir dans d'autres contenus. Donc typiquement, YouTube que j'ai voulu faire depuis longtemps, mais après YouTube, ça demande beaucoup de temps. Parce qu'il y a le temps d'écriture, de recherche, faut filmer, bon. Ah oui, mais je pouvais pas faire YouTube tant que j'avais pas les moyens de me payer un monteur. Et bon là maintenant, je commence à gagner ma vie sur Twitch depuis, ouais, 1 an et demi, 2 ans. Et donc j'ai pu réinvestir pour un autre contenu. Et du coup, j'ai commencé, voilà. on en parlait juste avant de tourner les caméras aussi, que la création de contenu aujourd'hui, Mmh. c'est plus ce que c'était il y a 10 ans, et que pour commencer, il faut presque avoir un budget. On voit toujours ces fameuses vidéos qui disent non, mais comment juste à te filmer avec ton téléphone, etc. La caméra dans ta chambre, Alors oui, ta on webcam. peut le faire, mais quand on regarde les faits et qu'on voit le contenu qui est produit, le contenu qui est poussé par les algorithmes, en général, il y a toujours une sorte de qualité de base qui est nettement plus élevée que ce qui était le cas il y a 5-10 ans. Ouais. Donc toi, tu as mis du temps avant de pouvoir te lancer sur YouTube parce que notamment il te fallait un monteur parce que ça prend des heures d'écriture, de Mmh. filmer et d'éditer par la suite, ce que les gens ne voient pas forcément. Ouais. Puis en plus du temps que j'ai pas du tout parce que maintenant mon métier de base c'est Twitch, ça prend beaucoup de temps. Mmh. Il y a aussi le modeling à côté, ce qui prend du temps aussi. Alors là, on me rajoute un 3e truc qui est Twitch où tu as tout ça. C'est impossible que je fasse le montage. Mmh. Impossible. Et oui, du coup, pour, rebondir à ce que tu disais sur, le prix que ça coûte, c'est ce que je disais aussi juste avant, mais, on en a parlé avec un ami youtubeur qui me disait que maintenant les personnes qui se lancent sur YouTube, ce sont des personnes qui ont déjà les moyens de le faire. Mmh. Parce que, ça demande un investissement en matériel qui est quand même, conséquent.
Sauf si, comme tu l'as fait au début, dans tes débuts sur Twitch, c'est vraiment que pour toi, au final. Oui, Qu'il y a ouais. pas de mais si tu veux vraiment créer quelque chose, au-delà de juste des souvenirs pour soi, une expérience Mmh. pour soi, ouais, il faut un certain Oui. dualité. Après si c'est un hobby, Mmh. bien sûr, mais Donc pour toi, c'est toujours les jeux principalement, le type de contenu que tu aimes faire? bah, en fait, j'adore les jeux vidéo, donc pour moi, Mmh mh. c'est trop bien d'en faire, d'être regardée à faire ça. C'est un métier, je pense, qui est beaucoup envié. Je suis très contente de faire ça. Après, écrire des vidéos YouTube sur des sujets qui m'intéressent, je trouve ça très intéressant aussi. J'essaye un petit peu, même si c'est difficile parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu sur le Japon, d'essayer de parler de choses que les gens n'ont peut-être pas forcément Les parlé. machines à laver? Les machines à laver. Mais, je sais pas, moi j'aimerais bien faire des trucs un petit peu plus profonds aussi, qui parlent vraiment mmh, moi ça m'in je suis vachement intriguée par le comportement des Japonais, de base en fait. Comment ils agissent, comment ils interagissent, comment, leur vie de couple. Je trouve ça très, très intéressant et j'aimerais beaucoup écrire sur ça et bon, ça prend du temps. Ça se passe comment le processus d'écriture? Ça commence par quoi? Mmh. C'est une idée: «Ah, j'ai envie de faire une vidéo sur ce sujet», les couples japonais, Mmh. et ensuite tu recherches, comment tu en arrives Mmh. de cette idée à une vidéo qu'on pourra voir sur ta chaîne? Mmh. Alors j'ai pas commencé YouTube depuis très longtemps, hein, Mmh mh. mais je vais quand même, répondre, mais en gros, j'ai une liste qui est, mise à jour absolument quasiment tous les jours parce qu'à chaque fois j'ai une idée de: «Ah putain, faudrait trop que je fasse une vidéo sur ça» et donc dès que je pense à ça, je prends mon téléphone, j'écris l'idée et cetera et après je regarde si c'est possible. Je me dis: «OK, j'ai trop envie de parler de ça». Je commence à écrire dessus. Je commence à me renseigner aussi sur internet, à faire des recherches sur le sujet. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de dire sur ça? Et des fois le projet il est abandonné parce que, je me dis: «Bah, ça n'a rien d'intéressant finalement et je pourrais en parler mais peut-être pendant 5 minutes donc on laisse tomber» et hem et des fois, bah, du coup, j'arrive à des trucs, que je trouve, plutôt cool. Je suis souvent déçue de ce que je fais parce que j'ai jamais assez le temps de pousser le truc autant que j'aimerais le pousser. Mais bon, c'est comme ça, il y a je vais pas faire écrire mes vidéos par quelqu'un Mmh. d'autre donc Mais au final, pour beaucoup maintenant, surtout quand ça fait un certain niveau, mmh. bah, c'est du travail à temps plein, d'écrire Bah les oui, vidéos, de ouais. faire les vidéos. Mais je veux revenir sur quelque chose que tu as dit il y a quelques minutes, qui était qu'il y a déjà beaucoup de créateurs de contenu sur le Japon aujourd'hui, Mmh. et je pense, je sais pas, il y a 5 6 ans, beaucoup de personnes connaissent, d'autres chaînes, Louis-San par exemple, Mmh. ou quelques-uns qui étaient là, au début. Mmh. Aujourd'hui, il y en a énormément, surtout après le Ouais. covid, tout le monde est venu au Japon faire du contenu, et on a peut-être l'impression que, beaucoup de vidéos sont les mêmes. C'est Oui, juste une personne différente qui fait la même expérience que 10 personnes avant. ouais. Comment tu le vis ça? Comment tu vois cette évolution Mmh. de la création de contenu au Japon? Mmh. Ben, au départ, justement, je voulais pas me lancer sur YouTube pour cette raison. Parce que je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai à apporter?» Enfin, je vais raconter un truc que quelqu'un a déjà dit, que d'autres personnes ont déjà raconté. Et j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit: «Oui, mais admettons, tu es quelqu'un qui regarde du contenu sur le Japon, tu déjà entendu parler de quelque chose. Si tu vois qu'il y a une nouvelle vidéo sur le sujet qui est faite par quelqu'un, du coup, de différent, qui va aborder les choses différemment, est-ce que tu aimerais pas le regarder quand même?» Et du coup, je me suis c'est vrai, c'est un argument. Si je veux parler des couples au Japon, je suis certaine que, il y a 10 autres youtubeurs qui en ont déjà parlé. Est-ce qu'ils ont eu exactement les mêmes expériences que moi? Je pense pas. Est-ce qu'on a exactement le même avis sur la question? Sûrement pas. Donc, s'il y a une personne qui est intéressée par ce sujet, ben, oui, elle peut me regarder. Genre, par exemple, moi j'aime bien regarder des reportages sur la Corée du Nord, ça m'intéresse. Bah, j'en ai regardé plein. J'en ai pas regardé un en me disant: «Bah, c'est bon, je sais». Donc je pense que c'est un peu pareil. Est-ce que tu as vu une différence dans ta communauté sur YouTube et ta communauté sur Twitch du coup? Mmh. Qui sont 2 plateformes très différentes aussi, mais où peut-être, une communauté est venue te voir sur l'autre, ou est-ce que c'est très différent? Alors c'est très différent. Hem, Ça marche plus dans un sens que dans l'autre, le sorte de déversement, c'est plus les gens de YouTube qui vont venir sur Twitch Ah ouais, que l'inverse. d'accord. Hem, ah ou alors peut-être que je le vois pas aussi. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vient de YouTube et qu'il arrive sur Twitch, il le dit: «Salut, je t'ai trouvé sur YouTube, je voulais voir ce que tu faisais ici». Non, peut-être juste que je vois pas l'inverse, je sais pas.
Mais je sais que mes vidéos sur YouTube sont regardées à entre 80 et 90% uniquement du coup de recherche YouTube. Et quand moi je partage le lien de mes vidéos à ma communauté sur Twitch, je crois que c'est l'ordre de 5% des vues au total que je fais. Donc c'est vraiment des communes différentes. Et la communauté sur Twitch est beaucoup plus sympa. D'accord. Plus sévère sur YouTube et plus Sur sympa. YouTube, c'est waouh, c'est Twitter en fait, hein, YouTube. Ouais, je pense que Ils dans sont certains très cas, sévères. ça peut. Ouais. Ils disent un petit peu les trucs comme parce que je pense que c'est normal parce que sur Twitch, quand tu écris un message, tu vois ma réaction en instantané. C'est un peu plus, même si c'est pas encore le cas, que tu disais ça à la personne qui était en face de toi. Sur YouTube, non. T'écris ton message, ils voient pas ma réaction. C'est même pas si je vais lire le message. Donc ils sont un peu durs. Ouais. Pour le modeling, tu disais que tu as eu des expériences incroyables, comme passer une semaine à Taïwan pour faire une vidéo touristique, passer du temps à Okinawa. Qu'est-ce que t'as apporté la transition un peu dans le monde du streaming, de la création de contenu? Ben, déjà, ça a été la première étape dans la confiance en soi, je pense. Quand je suis arrivée au Japon, j'étais une personne extrêmement timide. Vraiment très timide. Qui baissait les yeux quand on lui parlait, ce genre de choses. Et du coup, et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai pas réussi d'audition pendant 1 an. Et du coup, commencer le modeling, c'était aussi un challenge. Tout a été un challenge en fait. Hein. Autant commencer le modeling que commencer Twitch, que j'essaie toujours d'avancer. Et du coup, ça a été déjà une première étape dans oser faire quelque chose devant d'autres personnes. Et pour une personne timide comme moi, finir dans ce genre de métier, ça n'a aucun sens. Vraiment, si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais vraiment pas cru. Et donc oui, l'habitude d'être devant une caméra, bien sûr. Apprendre à poser, s'y connaître quand même, mine de rien, un petit peu en lumière, comment faire ce genre de choses, ça m'a aidé. Mais oui, ce qui m'a aidé le plus, c'est l'expérience de ne pas être timide devant une caméra. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Même quand tu es dans un contexte qui n'est pas habituel, comme aujourd'hui, où tu es dans nos locaux, avec 3 caméras et 2 grosses lumières pointées sur toi. C'est pas pareil que devant ton ordinateur, Non, où tu streams avec ta communauté, etc. Mais c'est bien, c'est toujours... faut avancer justement et faire de nouvelles choses pour se pousser un peu. Est-ce que tu as eu l'opportunité aussi de rencontrer d'autres créateurs de contenu au Japon après t'être lancé, du coup, et de voir un peu cette communauté-là, ici au Japon? Alors oui, au Japon, je crois que j'ai rencontré pas mal de monde. J'ai rencontré Jill. Jill, elle est pas... c'est pas une streameuse... Enfin, c'est une streameuse Japon, mais... Jill, j'ai rencontré Louis-san, j'ai rencontré... j'ai pas rencontré Tev, mais j'ai rencontré... on parlait de Nomikai. J'ai rencontré toute la team. Ouais. J'ai rencontré toute la team plusieurs fois. Ce sont des fans de ping-pong, qu'on allait au ping-pong ensemble. Voilà. D'accord. Ils sont très forts, je me suis fait laver. Mais voilà. Sinon, c'est à peu près tout. Il n'y a pas non plus énormément de streamers au Japon. Le streamer, c'est intéressant parce que au final, tu peux créer des vidéos, écrire des vidéos sur le Japon. Streamer des jeux vidéo, tu peux le faire depuis partout. C'est pas forcément lié directement au Japon. Après, les streamers IRL Japon, il y en a. De plus en plus aussi. De plus en plus. Et d'ailleurs, apparemment, je crois qu'au Japon, ils essaient de réfléchir à essayer d'interdire ça, je crois. Parce que, je sais pas si tu as entendu parler de Johnny Somali. Ouais. L'infameux. Le fameux monsieur charmant, hein, un monsieur charmant. Et du coup, pour ce genre de raisons, et aussi parce qu'au Japon, ils aiment beaucoup préserver leur vie privée. À mon avis, ça va pas durer très longtemps, les histoires. Ça va être difficile de traquer quand même une personne qui filme une vidéo pour le plaisir. C'est vrai. Et une personne qui stream. Moi, quelque chose que je vois souvent, c'est des touristes qui streament les produits dans les magasins. Et j'imagine que c'est des chaînes de vente en direct et que du coup, les personnes qui voient ça, ils peuvent décider d'acheter tel et tel produit et la personne va les ramener dans le pays. Je sais pas si tu as déjà vu ça, surtout dans les drugstores. Ah, ça se fait vraiment pour ça les produits, j'en vois régulièrement. Ah, ok. Si tu te balades notamment à Shinsaibashi, ici à Osaka, avec énormément de drugstores, des touristes
principalement dans différents pays asiatiques où les produits de beauté japonais sont très populaires. On les voit streamer ça. Ah ok, je savais pas que ça se faisait. Ouais. Mais pour les streamers, je savais pas qu'ils discutaient d'un ban. Donc, je sais pas hein, ce qui va arriver, mais en fait, je sais pas, connaissant les Japonais, je le sens un peu venir. Peut-être que je me trompe, hein, mais ils aiment pas qu'on les filme, les Japonais. Non, pas trop. Ils sont très timides. Ouais. Dans 2 jours, à l'heure où on enregistre ça, ça sera tes 10 ans au Japon, Exactement. si j'ai bien compris. Exactement. Si tu prends un peu de recul sur son expérience. 10 ans, ça fait quand même pas mal. Bah là, j'ai 32 ans. Ça fait presque un tiers de sa vie au Japon. Ouais, et en fait, j'y réfléchis il y a pas longtemps, mais toute ma vie d'adulte aussi. Moi, je suis sortie de l'université, je suis directement venue et j'ai jamais travaillé en France, par exemple. Donc ouais, c'est quelque chose en fait. Ouais. Tu as déjà quelque chose en tête maintenant que tu t'es lancé dans toutes ces nouvelles choses, que tu t'es un peu plus établi, tu as un appartement où tu es confortable, tu as ton stream qui se développe, ta communauté qui se développe, tu fais toujours du modeling où tu as maintenant une certaine réputation, tu connais des gens. Tu as un plan pour les années qui viennent, des choses que maintenant que tu es installé, tu as envie de profiter? Ben, moi, je voyagerais bien un peu. Étonnamment, je garderai toujours mon appartement au Japon. Ma base sera toujours au Japon. Mais comme tu disais, on peut streamer de n'importe où. Et maintenant que c'est devenu mon travail à temps plein, eh ben, j'aimerais bien un peu voyager en Asie, voir des petites choses. Et du coup, pourquoi pas passer un mois par-ci, un mois par-là, notamment en hiver au Japon, par exemple, pour ne pas subir l'hiver japonais, et revenir après. Pourtant, l'hiver japonais, ça va. Moi, je préférerais fuir l'été japonais que l'hiver. Les deux. L'été japonais qui arrive enfin à son terme, là, j'en pouvais plus. Hein. Ouais, c'est assez chaud. Mais moi, je suis très, très frileuse. Donc, je préfère l'été quand même. Merci beaucoup, Fanny. On espère voir encore plus de contenu de ta part sur tes chaînes. On ne sait pas encore où cette vidéo va être postée, si elle est postée, mais du coup, ta communauté pourra profiter de notre conversation aujourd'hui. C'est super intéressant. Et puis, au plaisir de rediscuter et prendre de tes nouvelles dans quelques temps. Au plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci à toi.